Ma mère a humilié ma fille le jour de ses 18 ans. Elle lui a offert un bracelet à $1, acheté en solde, et lui a dit qu'elle avait droit au reste, tandis que la vraie petite fille recevait la Jeep. Puis, elle a tendu à ma nièce les clés d'une Jeep Wrangler flambant neuve. Quand j'ai vu le sourire de ma fille se briser complètement, je me suis levée, et je lui ai dit de rendre le bracelet. Je lui ai dit de prendre les vraies clés. Puis, je lui ai tendu les clés d'une Ford Mustang GT, entièrement payée. Le visage de ma mère est devenu d'une pâleur cadavérique. Au moment où le directeur de la concession est entré dans la pièce, tenant une enveloppe Kraft, le bracelet bon marché était toujours dans son présentoir en plastique, exactement là où ma mère l'avait posé devant Sage. Il n'y avait pas de bijoutier, pas de papier de soie, et pas de sac cadeau avec un ruban. C'était un boîtier en plastique transparent à charnière, exactement comme ceux qu'on accroche dans les rayons de Walgreen, juste entre le baume à lèvres et les mouchoirs de poche, avec un autocollant de solde jaune encore collé dans le coin inférieur gauche. $1.15. Je pouvais lire le prix imprimé à 3 sièges de distance. Tout comme toutes les autres personnes assises à table, et nous étions 23 dans la pièce. Sage l'a pris et a souri. Ce n'était pas le sourire qu'elle arbore quand elle est vraiment heureuse, mais celui qu'elle s'entraînait à faire depuis l'âge de 11 ans. C'est le sourire spécifique qu'elle affiche lors des réunions de famille, chaque fois que Claudia, ma mère, lui donne quelque chose qui reflète parfaitement ce que Claudia a toujours pensé de sa valeur. Sage est incroyablement douée pour ce sourire. Elle allait avoir 18 ans maintenant, et elle était déjà une experte chevronnée pour absorber les insultes sans que ses mains ne se mettent à trembler. Elle a appris cette tactique de survie de moi. Je l'ai apprise en grandissant sous le toit de Claudia. Ce mécanisme de défense se transmet comme un trait génétique que personne n'a jamais demandé. Nous étions 23 personnes assises autour de la table. C'était un dîner d'anniversaire commun au steakhouse italien Marchetti's, sur la rue principale. Dans leur salle à manger privée, Sage et ma nièce, Brun, fêtaient leurs 18 ans la même semaine. Claudia avait réservé la table, et avait dit à tout le monde que c'était parfaitement logique de les célébrer ensemble. Ce qu'elle voulait dire en réalité, c'était qu'il était parfaitement logique de les célébrer côte à côte, afin que chaque personne dans la pièce puisse mesurer la différence drastique, et l'accepter comme une loi de la nature. Brun a ouvert son cadeau en premier. C'était une petite enveloppe avec une carte de vœux et un porte-clés à l'intérieur. Elle a lu la carte, a couvert sa bouche avec sa main, et a regardé droit vers sa mère. Ma sœur, Tabitha. Tabitha rayonnait du sourire d'une femme qui savait depuis 3 semaines exactement ce qu'il y avait dans cette enveloppe, et qui avait passé ces 3 semaines à choisir la tenue parfaite pour ce moment précis. Claudia s'est levée de sa chaise, a lissé son chemisier en soie ivoire, et a ajusté le collier de perles qu'elle portait à chaque événement où elle avait la ferme intention d'être le centre de l'attention. Elle a brandi un jeu de clés de voiture avec un ruban rouge noué autour de l'anneau, et les a laissés capter les lumières du restaurant, les tournant lentement pour que le métal poli scintille. Elle a dit à Brun qu'elle avait travaillé incroyablement dur cette année, qu'elle se dirigeait vers les finales de soccer de l'État en janvier, et que son grand-père aurait été infiniment fier de la jeune femme qu'elle était devenue. Elle a déclaré que le cadeau venait d'elle, et de sa mémoire affectueuse. Elle a fait le tour de la table, en prenant le chemin le plus long plutôt que le raccourci, passant devant chaque invité pour que chacun puisse admirer les clés avant même que Brun ne les touche. Puis, elle les a placées dans la main de Brun, et a refermé les doigts de Brun sur le métal. Elle a annoncé qu'il y avait une Jeep Wrangler blanc arctique flambant neuve sur le parking, coûtant 46 800 $. Entièrement payée. Toute la salle a explosé de joie. Tabitha applaudissait avec les 2 mains levées au-dessus de sa tête. Willis, mon beau-frère, a levé son verre de vin et a porté un toast sur la nouvelle génération qui prend le volant. Les amis de Claudia, de son groupe de l'église du dimanche, ont applaudi bruyamment. Les 2 amis de lycée de Brun criaient et sortaient leur iPhone pour tout enregistrer. Un homme assis à la table voisine, dans le restaurant principal, s'est même retourné pour regarder à travers la cloison vitrée. Le bruit a complètement rempli la salle à manger privée, rebondissant sur les panneaux de bois sombres, et sur les photographies en noir et blanc encadrées des grands-parents immigrés italiens de quelqu'un d'autre. Puis, les acclamations se sont brusquement arrêtées, car tout le monde a finalement regardé Sage. Sage était assise au bout de la table,
tenant la coque en plastique bon marché contenant le bracelet à 1 $. Elle ne l'avait même pas encore ouverte. Son pouce reposait tranquillement sur la charnière en plastique. L'étui était si fragile et léger qu'il a à peine fait un bruit lorsqu'elle l'a reposé sur la nappe en lin blanc. Claudia s'est tournée pour me regarder. J'attendais ce moment précis. Je n'attendais pas le cadeau lui-même, mais le discours, le classement final, la déclaration publique qui cimenterait ce qu'elle avait construit pendant 18 ans. Et elle l'a prononcé exactement de la même manière qu'elle prononce tout le reste, avec le calme constant et glacial d'une femme qui croit sincèrement que la cruauté est la même chose que l'honnêteté. Elle a annoncé à la salle que Sage était une gentille fille, mais que nous devions tous être honnêtes sur la réalité de la situation. Elle a souligné que Brun se dirigeait vers les finales de l'État avec une bourse sportive complète, tandis que Sage allait à l'université communautaire locale parce que Sterling et moi n'avions pas réussi à économiser assez d'argent pour une vraie université. Elle m'a dit que ma fille recevait les restes, parce que mon côté de la famille ne fournit que des restes. Elle a proclamé que Tabitha avait épousé un homme d'affaires avec une vraie carrière. Elle m'a regardé et a déclaré que j'avais épousé un homme qui vend des alternateurs. Elle a refusé de prétendre que les deux petites filles avaient mérité la même récompense, quand l'une s'était assurée un avenir brillant, et que l'autre cherchait encore comment arriver à l'heure. Personne n'a dit un mot. Le personnel de service, qui venait de faire entrer un chariot de dessert portant le gâteau d'anniversaire, a lentement reculé et a quitté la pièce sans même allumer les bougies. Dolores Medina, une femme qui était l'amie d'église de Claudia depuis 30 ans, a posé son verre de vin sur la table et ne l'a pas repris. Willis et Tabitha ont pressé leurs lèvres l'une contre l'autre, et ont gardé les yeux fixés sur les nouvelles clés de voiture de Brun, au lieu de regarder le visage de Sage. Sterling, mon mari, a commencé à reculer sa chaise pour se lever. J'ai tendu la main et l'ai posée fermement sur son avant-bras. Je lui ai chuchoté d'attendre. J'ai regardé ma fille. Son sourire poli était toujours en place, mais il se fracturait activement. Il ne s'est pas brisé d'un seul coup, mais plutôt morceau par morceau. Les coins de sa bouche sont tombés en premier, puis le centre s'est adouci, puis son menton s'est baissé d'une fraction de pouce, et ses yeux se sont remplis de lourdes larmes qui refusaient de couler. C'était exactement comme regarder un pare-brise de voiture se briser au ralenti extrême. C'était le genre de rupture qui commence à un seul point d'impact, et qui se propage vers l'extérieur jusqu'à ce que toute la surface ne soit maintenue que par le mince film de sécurité en dessous. Elle avait 18 ans, et elle regardait sa propre grand-mère expliquer à une salle comble de famille et d'amis qu'elle ne valait qu'1 $ et 15 cents, et une charnière en plastique. J'ai failli quitter la table à ce moment-là, mais l'enveloppe scellée dans mon sac à main pesait lourdement contre ma hanche. Et j'ai pensé à l'écriture de mon père à l'intérieur. J'ai pensé aux mots exacts qu'il avait écrits il y a 6 ans, spécifiquement pour ce jour précis. Je suis restée fermement assise sur ma chaise, parce que Forrest Pennington ne m'a pas élevée pour fuir un combat que j'avais déjà gagné. Je me suis levée. J'ai dit à Sage de rendre le bracelet bon marché. Sage a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient complètement humides, mais ses mains étaient entièrement stables. Elle a repoussé l'étui en plastique sur la table. Je lui ai dit de prendre les vraies clés à la place. J'ai fouillé au fond de la poche de mon blazer, et j'ai posé un jeu de clés de voiture sur la nappe, juste devant elle. C'était un lourd porte-clés en cuir noir, avec un cheval de course chromé brillant sur le devant. Je lui ai dit qu'il y avait une Ford Mustang GT entièrement payée qui l'attendait sur le parking, de couleur gris magnétique. Je lui ai dit que le titre de propriété était déjà à son nom. 39 500 $. 3 années entières à économiser chaque centime. Je me suis assuré que la salle sache que ce n'était pas une aumône. Je me suis assuré qu'il sache que ça ne venait pas du bac des soldes. Sage a ramassé les clés. Sa main tremblait légèrement, mais les larmes s'étaient arrêtées. Elle a retourné le lourd porte-clés dans sa paume, et a tracé le cheval chromé avec son index. Le visage de Claudia est devenu complètement blanc. Elle n'est pas seulement devenue pâle, elle est devenue blanche comme du papier. Le sang a quitté ses joues, puis son front, puis ses lèvres. Il a disparu dans cet ordre exact, comme si quelqu'un venait de tirer un bouchon de vidange caché dont elle ignorait l'existence. Ceci est l'histoire de comment ma mère a littéralement volé l'avenir de ma fille,
pour acheter un véhicule flambant neuf à sa petite fille adorée. C'est aussi l'histoire de ce qui s'est passé quand j'ai découvert la vérité, parce que surprendre les gens qui volent les enfants, c'est exactement ce que je fais dans la vie. Mon père, Forrest Pennington, est décédé il y a 6 ans. C'était un cancer du pancréas, et il n'a fallu que 11 semaines entre le diagnostic initial et la toute fin. Il avait 60 ans. Il était professeur de menuiserie au lycée, et a passé 40 ans à montrer à des adolescents comment construire des choses solides qui fonctionnaient vraiment. Et il passait ses week-ends à construire des étagères en chêne massif dans son garage, les vendant dans les foires artisanales locales pour $80 pièce. Il n'en a jamais vendu une seule pour $100. Il disait toujours que 80 était le prix américain honnête, parce que ça couvrait le bois brut et la quincaillerie, et ça lui permettait de continuer à faire ce qu'il aimait sans avoir besoin que quiconque lui tape dans le dos. Forrest était le genre d'homme qui étiquetait chaque tiroir de quincaillerie dans son garage avec une bande de ruban de masquage et un charpie noir. Il gardait tous ses reçus de quincaillerie dans des dossiers Kraft, soigneusement organisés par mois. Il écrivait à la main chaque carte d'anniversaire, même pour des voisins qu'il connaissait à peine, parce qu'il croyait fermement que les messages imprimés achetés en magasin étaient pour les grandes entreprises, pas pour les familles décentes. Il n'était en aucun cas un homme riche. Mais il était incroyablement méthodique. Quand Forrest disait qu'il allait faire quelque chose, c'était fait. Quand il disait qu'un détail était important, on pouvait régler sa montre dessus. Il aimait profondément ses 2 petites filles, mais sage était celle qui s'asseyait dans son garage poussiéreux, et lui demandait comment s'appelaient les différentes clés et les différents ciseaux. C'est elle qui lui tendait le papier de verre, comptait les vis à cloison sèche, et le regardait chanfreiner les bords du bois avec un niveau de patience que la plupart des enfants de 10 ans ne possèdent tout simplement pas, pour tout ce qui n'implique pas de regarder un écran lumineux. Forrest l'appelait son rayon de soleil. Il appelait affectueusement Brun chéri. Les 2 surnoms étaient sincères, mais Sage était celle qui restait dans le garage jusqu'à ce que la sciure se dépose enfin sur le sol en béton. En 2018, quand Sage n'avait que 10 ans, Forrest est allé ouvrir un compte d'épargne dédié à la First Heartland Credit Union. Le numéro de compte était 4 471 308. Il a fait un dépôt initial de $25 000. Cet argent représentait 31 ans d'enseignement de la menuiserie au lycée, et la construction de 800 étagères en bois, le tout condensé en un seul chiffre sur un reçu bancaire imprimé, qu'il a photocopié et collé à l'intérieur de son tiroir d'établi. Il a explicitement désigné Sage comme unique bénéficiaire. Il a ajouté Claudia comme co-signataire dépositaire, uniquement parce que Sage était mineur, et que Forrest voulait qu'un deuxième adulte responsable ait un accès d'urgence, au cas où quelque chose de tragique nous arriverait, à Sterling et à moi. Il a choisi Claudia parce qu'elle était sa femme légitime. Il lui faisait confiance exactement comme un homme fait confiance aux fondations en béton de sa maison. Il n'a jamais envisagé que les fondations puissent intentionnellement bouger. Quand Forrest était mourant, dans sa chambre d'hôpital, il m'a tendu une enveloppe blanche standard scellée, avec le nom complet de ma fille écrit sur le devant de son écriture inimitable. C'était la même écriture soignée qui étiquetait chaque étagère en bois, chaque poignée de tiroir, et chaque commentaire de bulletin scolaire qu'il avait veillé tard pour finir d'écrire. Il a serré ma main fermement, et m'a dit de la donner à Sage pour son 18e anniversaire. Il m'a dit de ne pas la lui donner un seul jour plus tôt, et il m'a dit de ne pas l'ouvrir moi-même. Sa poigne physique était incroyablement faible à ce moment-là, mais sa voix ne l'était absolument pas. J'ai ramené cette enveloppe à la maison et l'ai placée dans mon tiroir de commode, enfouie sous une pile d'épaisses écharpes d'hiver. Elle y est restée intacte pendant 6 années entières. Je ne l'ai jamais ouverte, et je ne l'ai jamais tenue à la lumière pour regarder à travers. Mon père m'a demandé de tenir une promesse solennelle, et je l'ai tenue. Juste après le décès de Forrest, j'ai commencé discrètement à verser $200 sur le compte de Sage à la coopérative de crédit, chaque mois. Et je l'ai fait pendant 6 années consécutives. Cela représentait 72 dépôts individuels, totalisant 14 400 $ de mon propre argent durement gagné, empilé juste au-dessus des $25 000 originaux de Forrest. Avec les intérêts composés, le solde total a atteint environ 42 200 $ en septembre 2026. Je vérifiais le solde chaque mois de janvier. Le chiffre augmentait régulièrement, exactement comme Sage grandissait,
lentement, constamment, et sans jamais avoir besoin du moindre applaudissement de qui que ce soit. Claudia connaissait absolument l'existence du compte. Elle était la cosignataire dépositaire. Elle avait une autorité de retrait totale, car le compte était antérieur à toute préoccupation persistante sur ce qu'elle pourrait éventuellement faire avec les fonds. Et elle n'a jamais mentionné ce compte après les funérailles de Forrest. Pas une seule fois, en 6 ans. J'ai pris son silence absolu pour du respect. Mais ce n'était pas du tout du respect. C'était une planification calculée. Le favoritisme flagrant n'était rien de nouveau pour nous. C'était l'architecture structurelle de toute ma famille, un mur porteur invisible pour tous ceux qui étaient piégés à l'intérieur de la maison, mais manifestement évident pour quiconque se tenait dans la rue. Tabitha avait 2 ans de moins que moi, et avait été le centre absolu de l'univers de Claudia depuis le jour de sa naissance. Les portraits scolaires professionnels de Tabitha étaient magnifiquement encadrés et exposés sur le manteau de la cheminée du salon. Mes photos de classe étaient fourrées dans un tiroir de cuisine au hasard. Les réalisations mineures de Tabitha étaient fièrement diffusées lors des dîners de Thanksgiving. Les miennes n'étaient mentionnées qu'en passant, et seulement si quelqu'un d'autre en parlait spécifiquement. Quand je suis tombée enceinte de Sage à 24 ans, Claudia a soupiré et a dit que c'était certainement une façon de fermer définitivement des portes. Elle a refusé de m'organiser une fête prénatale. La collègue de Tabitha a fini par en organiser une pour moi dans son appartement exigu, et exactement 8 personnes sont venues. Quand Tabitha a épousé Willis Whitfield à 28 ans, lors d'une cérémonie massive à l'église avec des arrangements floraux d'un designer haut de gamme que Claudia avait conduit 2 heures pour engager, Claudia a organisé une réception massive au Country Club pour 140 invités, avec un quatuor à cordes et un imposant gâteau à 3 étages. Quand j'ai épousé Sterling Harmon à 26 ans, dans cette même église, tenant un bouquet de fleurs sauvages que j'avais arrangé moi-même, Claudia est arrivée avec un gâteau générique de l'épicerie locale qui disait juste « Félicitations » en glaçage bleu. Elle a quitté la réception avant même que le témoin ait fini son discours. Elle a prétendu avoir une terrible migraine. Miraculeusement, sa migraine s'est dissipée juste à temps pour qu'elle puisse sortir dîner dans un restaurant de steak chic avec Tabitha et Willis, plus tard le même soir. Sterling gère un magasin de pièces automobiles sur la route 11. Il gagne environ 71 000 $ par an après impôts. Il se lève à 5 heures du matin chaque jour, et il a construit une cabane dans les arbres en bois robuste pour Sage dans le jardin quand elle avait 7 ans, qui est toujours debout et parfaitement de niveau. Il n'a jamais manqué un seul paiement d'hypothèque. Et il n'a jamais, pas une seule fois, fait sentir à ma fille qu'elle était autre chose que la personne la plus importante de sa journée. Claudia l'appelle constamment le type des alternateurs, et elle m'a même demandé un Thanksgiving, juste devant Sage et Sterling, s'il avait déjà envisagé de retourner à l'école pour obtenir un vrai diplôme afin de pouvoir faire quelque chose de légitime. Sterling a juste continué à manger sa dinde et ne lui a pas répondu un mot. Il est une personne significativement meilleure que moi à cet égard très spécifique. Quand Sage avait 13 ans, elle a décroché son tout premier rôle principal dans un récital de ballet au Centre des Arts communautaires local. Elle s'était entraînée sans relâche pendant 4 mois entiers, 3 soirs par semaine, plus les samedis matins, s'étirant sur le tapis du salon, jusqu'à ce que Sterling commence affectueusement à l'appeler le bretzel. Claudia avait fermement promis qu'elle viendrait. Elle a regardé Sage droit dans les yeux et a promis qu'elle serait assise au 3e rang. Le matin même du récital, Claudia a appelé et a dit nonchalamment qu'elle ne pouvait pas venir, parce que Brun avait un match de soccer régional de l'autre côté du comté. Elle m'a dit que Brun avait besoin d'elle là-bas, et m'a demandé si je comprenais. Sage se tenait silencieusement en coulisses dans son tutu blanc immaculé, ses cheveux parfaitement épinglés avec une barrette en strass qui m'avait pris 20 minutes à mettre correctement. Elle a jeté un coup d'œil au siège du public 4 fois avant que la musique classique ne commence à jouer. La première fois, elle cherchait activement. La deuxième fois, elle espérait. La troisième fois, elle vérifiait juste. La quatrième fois, elle a complètement arrêté de regarder. Elle a dansé toute la performance sans jamais jeter un regard vers la foule. Ce n'était qu'une trahison mineure, juste une preuve concrète de plus que dans les calculs tordus de Claudia, Brun serait toujours égal à plus, et que ce déficit émotionnel ne se comblerait jamais, peu importe le nombre de récitals dans lesquels Sage obtiendrait une place.
Seulement 3 semaines avant le dîner d'anniversaire commun, une énorme demande de prêt automobile pour une Jeep Wrangler a atterri directement sur mon bureau à la coopérative de crédit. Je travaille comme responsable de la conformité des prêts automobiles à la First Heartland Credit Union. Mon travail quotidien consiste à examiner méticuleusement les demandes de prêt pour tout signe de fraude, à vérifier rigoureusement les sources de financement, et à signaler toute transaction où la piste de l'argent ne correspond pas parfaitement aux documents fournis. J'examine entre 15 et 25 dossiers par semaine. La grande majorité d'entre eux sont parfaitement clairs. Ceux qui ne le sont pas impliquent généralement quelqu'un qui prend de l'argent qui ne lui appartient pas, pour acheter quelque chose qu'il veut désespérément faire semblant d'avoir gagné par lui-même. La demande de prêt pour la Jeep a été soumise par Tabitha Whitfield en tant qu'acheteuse principale. Claudia Pennington était listée juste en dessous d'elle comme co-signataire. Le véhicule était une Jeep Wrangler Sport 2027, blanc arctique. Le prix affiché par le concessionnaire était de 46 800 $. L'acompte était un énorme 38 000 $, présenté comme une somme forfaitaire via un chèque de banque certifié. Les 8 800 $ restants étaient financés sur une durée standard de 36 mois. La source de financement de cet acompte massif a été vérifiée comme étant le compte numéro 4 471 308, ici même à la First Heartland Credit Union. J'ai lu le numéro de compte 2 fois. Puis, j'ai affiché l'historique complet du compte sur mon deuxième écran, et je l'ai lu une 3e fois. Après cela, j'ai posé mes 2 mains parfaitement à plat sur mon bureau, et les y ai laissées jusqu'à ce que le picotement furieux dans mes doigts s'arrête enfin, et que l'immense pression qui montait juste derrière mes yeux se transforme de rage brûlante en concentration froide. Le compte 4 471 308 était le compte d'épargne dédié de Sage. Le 3 septembre, exactement 5 semaines avant le dîner d'anniversaire, un retrait massif de 38 000 $ avait été entièrement traité et légalement autorisé par la co-signataire dépositaire, Claudia Pennington. Ce retrait laissait un solde restant d'un peu plus de 4 200 $ des économies de toute une vie de Forrest. 6 années entières de mes propres dépôts mensuels de 200 $ avaient été violemment réduites à un nombre qui ne couvrirait même pas un seul semestre de manuel scolaire, dans la même université communautaire que Claudia venait de moquer impitoyablement Sage de fréquenter. Je suis restée assise à mon bureau, et j'ai imaginé de manière vivide Forrest allongé dans son lit d'hôpital. J'ai pensé à sa main calleuse agrippant la mienne, à l'enveloppe blanche scellée reposant juste entre nous, et à la façon dont sa voix ferme n'a jamais vacillé, même alors que ses organes internes étaient en train de lâcher. Il m'a fait jurer que je remettrais cette lettre à Sage pour son 18e anniversaire. Il ne m'a jamais fait jurer de protéger le compte bancaire, parce qu'il croyait vraiment que Claudia s'en chargerait. Il croyait sincèrement que la femme qu'il avait épousée honorerait le fonds qu'il avait créé pour la petite fille qui s'asseyait dans son atelier de menuiserie pour compter les vis. Il le croyait parce que Forrest mesurait précisément chaque chose de sa vie entière, sauf le caractère moral des personnes qui allaient lui survivre. Ma propre mère avait complètement vidé les économies de ma fille, juste pour acheter un SUV neuf et brillant à ma nièce. Elle a pris l'argent que mon père avait soigneusement mis de côté pour son rayon de soleil, et elle l'a utilisé pour prouver publiquement, devant 23 personnes, que Brun était l'enfant chéri, et que Sage n'était qu'une pensée secondaire qui ne méritait qu'un bracelet en plastique acheté en solde. J'ai immédiatement fermé le dossier de prêt et verrouillé mon terminal informatique. J'ai marché d'un pas décidé dans le couloir moquetté jusqu'au bureau d'Opel Ramsey, et j'ai fermement fermé la porte derrière moi. Opel est la directrice de la succursale de First Heartland. Elle a été ma mentor directe pendant 9 années solides. Elle m'a initialement embauchée comme caissière de première ligne quand Sage n'avait que 9 ans, et elle m'a personnellement formée à travers chaque certification bancaire, jusqu'à ce que j'atteigne enfin le service de la conformité. Elle a 53 ans, et elle n'a jamais, pas une seule fois, élevé la voix dans un cadre professionnel, et elle n'a absolument jamais laissé une transaction frauduleuse passer sur son bureau sans la documenter lourdement. J'ai dit à Opel que j'avais besoin qu'elle regarde quelque chose immédiatement. Je lui ai tendu le dossier épais. Elle a lu la demande de prêt automobile, a affiché l'historique numérique du compte sur son propre moniteur, et a lentement levé les yeux vers moi, juste par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. Elle a demandé si c'était le compte de ma fille. J'ai dit oui.
Elle a résumé que la cosignataire dépositaire avait retiré 38 000 $ pour financer un acompte massif sur l'achat d'un véhicule pour un membre de la famille entièrement différent. J'ai confirmé que c'était ma nièce, et que ma mère était la cosignataire. Opel a posé doucement le dossier et a enlevé ses lunettes de lecture. Elle les a placées sur son bureau, juste à côté d'une photographie encadrée de sa propre jeune petite fille, et m'a regardé fixement pendant un très long moment. Elle m'a dit que cela irait directement au comité d'examen de la fraude interne. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle venait de voir, et que je ne le pouvais pas non plus. Elle m'a rappelé qu'en tant que responsable de la conformité, j'avais une obligation légale stricte de le signaler. Elle m'a également rappelé qu'en tant que mère, j'avais une obligation complètement différente, et que ces deux obligations pointaient exactement dans la même direction. Elle a fait une pause. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans la banque de détail américaine depuis 27 ans. Elle a dit qu'elle avait vu des parents horribles vider les comptes de leurs propres enfants pour couvrir des dettes de jeu paralysantes, des factures médicales massives, et des entreprises désastreuses. Elle a dit que c'était la toute première fois qu'elle voyait une grand-mère vider complètement le compte d'un petit enfant, juste pour acheter une voiture neuve à un autre petit enfant. Elle m'a dit qu'elle le signalait officiellement pour fraude ce jour même. Je l'ai remerciée. Elle a balayé les remerciements d'un rapide geste de la main, comme elle le fait toujours, en regardant le dossier au lieu de moi. Mais juste au moment où j'atteignais la poignée de la porte, elle m'a arrêté. Elle a demandé si c'était mon père qui avait initialement ouvert ce compte spécifique. Elle a vérifié que le bénéficiaire désigné et le but documenté étaient complètement verrouillés. Elle a noté qu'il avait construit ce compte exactement de la même manière qu'il avait construit tout le reste dans sa vie. Elle m'a promis que ça allait tenir. J'ai failli appeler Claudia ce soir-là. J'avais son contact ouvert sur mon iPhone, et mon pouce planait juste au-dessus de l'écran. J'étais assise sur le bord du lit de Sage, bien après qu'elle se soit endormie, fixant intensément le tiroir de la commode où la lettre scellée de Forrest attendait depuis si longues années. Je voulais désespérément appeler ma mère et lui hurler des choses qui auraient été absolument incroyables pendant environ 30 secondes, mais qui auraient complètement ruiné le piège que j'étais en train de construire. Le relevé bancaire imprimé était en bas, sur mon comptoir de cuisine, et les chiffres imprimés sur cette page n'étaient pas seulement une dispute familiale désordonnée. Ils étaient une preuve tangible, indéniable. J'avais passé 9 ans dans le secteur bancaire à apprendre que les disputes verbales ne survivent jamais aux appels téléphoniques, mais qu'elles ne peuvent absolument pas échapper aux traces écrites. Forrest aurait dit exactement la même chose. Mesurer 2 fois, couper 1 fois, et ne jamais couper avant d'être complètement prêt. Le lendemain matin, j'ai appelé Royce Ashworth. Royce est le directeur financier principal chez Lehman Motors, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, la concession exacte où ils ont acheté le Wrangler. Je me suis formellement identifiée comme la responsable de la conformité de la coopérative de crédit qui a financé le prêt, et j'ai légalement demandé la copie certifiée par la concession de la vérification de l'acompte, et la documentation sur la source de financement, dans le cadre de notre processus d'examen interagence standard. Royce a sorti le dossier en moins d'1 heure. Il a confirmé que le chèque de l'acompte massif était explicitement tiré sur le compte numéro 4 471 308. Royce m'a relu les détails. Il a confirmé que c'était un chèque de banque certifié, remis en personne par Claudia Pennington le 5 septembre. Il a confirmé qu'ils avaient formellement vérifié les fonds auprès de notre institution ce même après-midi. J'ai poliment demandé à Royce s'il serait disposé à fournir une copie physiquement certifiée de la demande de prêt, de la vérification de l'acompte, et du mémo de la source de financement de la concession. Il a accepté sans hésitation. Je lui ai demandé de sceller tout cela dans une enveloppe Kraft, et de la conserver. Il a demandé si j'aurais besoin qu'elle soit livrée en main propre quelque part de spécifique. Je lui ai dit que j'en avais besoin pour une fête d'anniversaire. Royce est resté complètement silencieux au téléphone pendant quelques secondes. Il a finalement dit qu'en 30 ans de financement automobile américain, il n'avait jamais fait quelque chose comme ça auparavant, mais il a garanti qu'il serait là. J'ai acheté la Ford Mustang GT le 20 septembre. C'était un modèle d'occasion certifié de 2024, gris magnétique métallisé avec 23 000 miles au compteur. Elle avait un titre de propriété parfaitement clair,
et j'ai payé 39 500 $, entièrement en espèces. J'ai payé avec de l'argent d'un compte d'épargne secret complètement séparé, dont Claudia ne savait absolument rien, et auquel elle n'avait aucun accès légal. J'étais entrée dans une succursale et avais ouvert ce compte secret il y a 3 ans, exactement un mois après que Claudia ait agressivement dit à Sage, lors d'un dîner de Thanksgiving, qu'elle devrait sérieusement envisager d'aller dans une école de formation professionnelle, parce que tout le monde n'est pas naturellement fait pour une vraie salle de classe universitaire. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à économiser agressivement pour quelque chose d'énorme, dont Sage aurait inévitablement besoin lorsque le favoritisme flagrant de la famille deviendrait enfin entièrement public. Je ne savais pas que le classement prendrait finalement la forme physique d'un bracelet à $1 et d'une Jeep Wrangler neuve. Je savais juste que le coup dévastateur allait arriver, parce que Claudia avait passé 18 ans à paver systématiquement la route vers le moment exact où ses calculs familiaux tordus seraient enfin prononcés à voix haute. Sterling est venu avec moi à la concession. Il portait sa lourde veste de travail en toile avec le logo des pièces automobiles cousu juste sur sa poitrine. C'était la même veste que Claudia avait un jour qualifiée, avec mépris, de ressembler à un uniforme pour un type qui livre des boîtes en carton. Il s'est tenu juste à côté de la Mustang sur le parking en asphalte, et a posé sa main calleuse à plat sur le capot métallique froid. Il l'a touché de la même manière qu'il teste de lourds blocs moteurs à son atelier. Sentant la qualité indéniable vibrer juste sous la surface, il m'a regardé et a dit « Elle va pleurer ». Je l'ai regardé en retour et lui ai dit « Elle va conduire ». Il m'a tendu les clés juste après que j'ai signé les derniers papiers du DMV, m'a embrassé doucement sur le côté de la tête, et n'a pas dit un mot de plus. Il a fait ça parce que Sterling a toujours compris intuitivement que parfois, les meilleurs mots pour les grands moments sont l'absence de mots. J'ai appelé Royce une dernière fois plus tard cette semaine-là. J'ai confirmé que la fête aurait lieu le 8 octobre, dans la salle à manger privée arrière de Marquetiès. Il a promis qu'il franchirait la porte à exactement 19h45, tenant l'enveloppe. Je l'ai remercié de le faire. Il m'a immédiatement dit de ne pas le remercier. Il m'a dit de remercier mon père, parce que mon père était l'homme qui avait eu la prévoyance de mettre le bon nom sur le bon compte bancaire. Si vous avez suivi cette histoire et que vous sentez le poids de ce qui va se passer, restez ici, car la fête d'anniversaire était loin d'être terminée. Claudia se tenait toujours en bout de table. Les lourdes clés de la Mustang étaient posées sur la nappe. Sage les serrait fermement. Toute la salle à manger était divisée en deux, entre les personnes qui regardaient Sage avec stupeur, et celles qui regardaient Claudia avec horreur. Personne ne regardait le bracelet à $1. Il était juste là, dans son boîtier en plastique bon marché de Walgreen, sur le lin blanc, comme une pièce à conviction d'un crime que personne n'avait encore officiellement signalé à la police. Claudia a soudainement retrouvé sa posture. Elle se remet toujours. Elle a passé 66 ans à se remettre constamment de la vérité brutale, en la remplaçant instantanément par une version fortement éditée d'elle-même qui sonne beaucoup mieux. Elle a ricané et a prononcé le mot « Mustang » à voix haute. Elle a laissé échapper un rire court et condescendant, le genre de rire spécifique conçu pour supplier le reste de la salle de se joindre à elle et de rire avec elle. Absolument personne ne l'a fait. Elle m'a regardé et a pratiquement crié que je ne pouvais absolument pas me permettre une Mustang. Elle a exigé de savoir dans quelle banque louche je l'avais financée. Elle a exigé de savoir quelle carte de crédit j'avais utilisée au maximum pour l'obtenir. Elle a demandé si j'allais sérieusement faire payer à Sage les énormes primes d'assurance pour une voiture de sport, que la banque allait de toute façon reprendre dans 6 mois. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit que j'avais payé 39 500 $, entièrement en espèces. Je lui ai dit que c'était 3 ans de mes propres économies, sans aucun prêt automobile, sans carte de crédit, et absolument sans l'argent de personne d'autre. J'ai laissé ces mots exacts planer lourdement dans l'air du restaurant. Puis, je me suis physiquement tournée pour lui faire face. Je lui ai dit que la vraie question ce soir n'était pas de savoir comment j'avais réussi à payer la voiture de Sage. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et lui ai demandé exactement comment elle avait réussi à payer celle de Brun. L'atmosphère dans la pièce a violemment changé. Ce n'était pas seulement un changement de volume. C'était un changement de la gravité même.
L'air est devenu incroyablement tendu, et les personnes assises autour de la table se sont physiquement penchées en arrière sur leurs chaises en bois, de la même manière que les gens se penchent instinctivement en arrière lorsqu'ils réalisent qu'un mur structurel est sur le point de s'effondrer. J'ai déclaré clairement que la Jeep Wrangler coûtait 46 800 $. J'ai déclaré que la compte était de 38 000 $. J'ai annoncé que la compte avait été proprement retirée du compte 4 471 308 à la First Heartland Credit Union le 3 septembre. J'ai refusé de rompre le contact visuel avec Claudia. J'ai dit à la salle que ce compte spécifique avait été ouvert en 2018 par Forrest Pennington. Je lui ai rappelé qu'il était son mari, mon père, et le même homme qu'elle venait de citer audacieusement 10 minutes plus tôt, en prétendant que mon grand-père aurait été si fier. J'ai annoncé que l'unique bénéficiaire légal listé sur ce compte bancaire était Sage Harmon. J'ai montré ma fille du doigt et j'ai dit qu'elle était la même fille à qui Claudia venait de donner un bracelet de rayon de solde dans une coque en plastique. La bouche de Claudia s'est ouverte, puis s'est instantanément refermée. Ses deux mains sont tombées lourdement sur le bord de la table. Elle a désespérément balbutié que c'était de l'argent de la famille. Elle a essayé de prétendre que mon père l'avait laissé pour toute la famille, et qu'elle l'avait simplement utilisé pour la famille. J'ai rétorqué qu'elle l'avait strictement utilisé pour Brun. Je lui ai rappelé que Sage est aussi de la famille. Je lui ai rappelé que Sage est la personne dont le nom légal est estampillé sur le compte. Je lui ai dit qu'elle n'était que la cosignataire dépositaire, pas la propriétaire légale, et certainement pas la bénéficiaire. Je lui ai dit qu'elle n'avait accès au compte que parce que papa lui faisait profondément confiance pour protéger l'argent, et qu'elle avait utilisé cet accès comme une arme pour voler 38 000 $ à la petite fille qu'elle considère comme des restes, juste pour acheter une Jeep neuve à la petite fille qu'elle considère comme la vraie. Le visage de Tabitha s'est complètement figé. Elle a tourné la tête pour regarder Claudia. Elle a pratiquement crié à notre mère, disant qu'on lui avait dit que l'énorme acompte venait directement des anciens fonds de la succession de papa. Elle a dit que Claudia avait explicitement promis que c'était son argent personnel, et qu'elle avait le droit légal de le dépenser. Claudia a frénétiquement dit à Tabitha que c'était de l'argent de la famille. Elle a prétendu que son père voulait que les deux filles soient correctement prises en charge. J'ai fermement acquiescé qu'il voulait certainement que Sage soit prise en charge. J'ai gardé ma voix complètement plate et professionnelle. J'ai déclaré que c'était exactement pourquoi son nom était le seul sur le compte. Et j'ai dit à la salle que je pouvais prouver définitivement où chaque dollar était allé, parce que retrouver exactement d'où vient l'argent des voitures, c'est littéralement ce que je fais pour vivre, chaque jour, à mon travail. À ce moment-là, la lourde porte en bois de la salle à manger privée s'est ouverte. Royce Ashworth est entré, portant un blazer bleu marine impeccable et tenant un épais dossier Kraft. Il venait de conduire 22 minutes tout droit depuis Lehman Motors. Il a fait un signe de tête poli au personnel de service, qui s'est instantanément écarté de son chemin sans que personne n'ait besoin de le demander. Car il y a quelque chose d'indéniablement sérieux dans la façon dont un homme en costume sur mesure porte un dossier Kraft dans un dîner de famille, qui vous dit immédiatement que toute la soirée a changé de direction de manière permanente. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je lui ai fait un unique signe de tête. Il s'est présenté à voix haute comme Royce Ashworth. Il a déclaré qu'il était le directeur financier principal de Lehman Motors. Il s'est approché et a laissé tomber la lourde enveloppe sur la table, directement devant Claudia, la plaçant juste à côté de l'étui du bracelet en plastique bon marché que personne n'avait osé toucher depuis que Sage l'avait posé. Il a annoncé que l'enveloppe contenait la copie légale certifiée par la concession de la demande de financement de la Jeep Wrangler, la preuve vérifiée de l'acompte, et le mémorandum officiel de la source de financement. Il a gardé ses mains fermement le long de son corps. Il a déclaré, pour mémoire, que l'acompte de 38 000 $ avait été physiquement présenté par Claudia Pennington via un chèque de banque certifié, explicitement tiré sur le compte numéro 4 471 308. Il a confirmé que le compte était situé à la First Heartland Credit Union, et qu'il était légalement enregistré au nom d'une unique bénéficiaire nommée Sage Harmon. Il a déclaré que la vérification finale de ces fonds avait été officiellement traitée le 5 septembre 2026. Willis a violemment repoussé sa chaise de salle à manger, la faisant grincer loin de la table. Le sang a complètement quitté son visage.
Il a regardé Tabitha avec intensité. Il lui a sifflé qu'elle lui avait juré que sa mère couvrait l'énorme acompte en utilisant ses propres économies de retraite personnelles. Tabitha n'a même pas pu formuler de réponse. Elle est restée assise, regardant fixement, avec une horreur absolue, l'enveloppe Kraft. Dolores Medina a tranquillement attrapé son sac à main en cuir à l'arrière de sa chaise, et est immédiatement sortie de la salle à manger privée sans dire au revoir à une seule âme. Elle a laissé derrière elle un verre de vin rouge complètement plein, et une tranche de gâteau d'anniversaire intacte. Une autre femme plus âgée, une dame qui vivait à seulement 2 rues de la maison de Claudia, s'est levée et l'a suivie exactement 30 secondes plus tard. J'ai regardé ma mère et lui ai dit qu'elle s'était moquée de Sterling parce qu'il était un homme qui vend des alternateurs. J'ai délibérément gardé ma voix complètement stable. Je lui ai dit que Sterling se lève à 5 heures du matin chaque jour, aide à gérer une entreprise légitime qui paie les salaires de 4 employés locaux, et n'a jamais fait un seul chèque sans provision de sa vie entière. Je lui ai dit qu'elle s'était moquée de Sage parce qu'elle était une fille qui, prétendument, ne peut pas arriver à l'heure. J'ai souligné que Sage a maintenu une solide moyenne de 3,4 GPA, tout en travaillant de longs week-ends à la librairie locale, juste pour payer ses propres frais d'inscription à l'université. Je lui ai dit qu'elle avait publiquement insulté mon côté de la famille en nous appelant « le côté qui ne donne que des restes ». J'ai déclaré à voix haute que mon côté de la famille est celui qui a tranquillement économisé 39 000 $ en argent comptant, et n'a jamais volé un seul centime à une adolescente, juste pour prouver un point pathétique à une table de dîner. J'ai fait une pause. Toute la salle à manger est devenue silencieuse. Ce n'était pas le silence théâtral d'un choc soudain. C'était le silence suffocant et lourd d'une pièce pleine de gens qui réalisent soudainement que ce dont ils sont témoins ne pourra jamais être défait. Je lui ai dit qu'elle avait pris 42 000 $, que mon père mourant avait minutieusement économisé après 31 ans d'enseignement de la menuiserie au lycée, et de construction d'étagères à 80 $ dans son garage. Je lui ai dit qu'il avait ouvert ce compte bancaire spécifique exclusivement pour Sage. Je lui ai dit qu'il avait spécifiquement nommé Sage. Je lui ai dit qu'il lui faisait confiance pour garder cet argent en toute sécurité. J'ai exposé le fait qu'elle avait vidé 38 000 $ de son argent durement gagné, donné à ma fille un bracelet de pharmacie du rayon des soldes, et avait eu le culot d'appeler ça un équilibre familial honnête. Je lui ai dit que c'était un vol qualifié. Je lui ai dit que c'était un abus massif d'autorité fiduciaire, et je l'ai informé que le comité d'examen de la fraude interne de la coopérative de crédit avait déjà le dossier depuis 2 semaines complètes. La main droite de Claudia s'est brusquement portée à sa poitrine. Elle a pressé sa paume contre sa clavicule, et sa respiration est instantanément devenue erratique et superficielle. Elle a haleté et a crié que c'était son cœur, prétendant que j'allais la tuer là, dans le restaurant. Elle a suffoqué que mon père serait absolument dégoûté de moi pour avoir fait ça. Elle a prétendu qu'il n'aurait jamais voulu que je lave le linge sale de la famille en public comme ça. Elle a crié frénétiquement à Tabitha d'appeler quelqu'un. Elle a supplié quelqu'un d'appeler une ambulance, jurant qu'elle ne pouvait pas respirer. Personne n'a attrapé de téléphone portable. Sterling n'a même pas sourcillé. Willis n'a pas bougé d'un muscle. Même Tabitha, qui avait passé toute sa vie d'adulte à se précipiter pour répondre à chaque appel de détresse dramatique de Claudia, est restée complètement figée, regardant fixement l'enveloppe Kraft posée sur la table. J'ai refusé de prêter attention à sa performance théâtrale. J'ai fouillé directement dans mon sac à main, et j'en ai sorti l'enveloppe blanche standard scellée, avec le nom complet de ma fille écrit sur le devant de l'écriture inimitable de Forrest. L'encre foncée avait 6 ans. Le papier était légèrement ramolli après avoir passé des années enfoui dans un tiroir de commode, mais le nom de Sage n'avait pas pâli d'un iota. J'ai dit à Sage que son grand-père avait écrit ceci exactement pour son 18e anniversaire. Je lui ai dit qu'il me l'avait remise alors qu'il était en train de mourir, et qu'il m'avait fait jurer de la garder scellée jusqu'à ce jour précis. J'ai placé doucement l'enveloppe entre ses mains. Je lui ai dit de l'ouvrir. Sage a glissé son pouce sous le rabat et a brisé le vieux seau. Elle a déplié une seule feuille de papier de cahier à large ligne. Le genre de papier bon marché que Forrest utilisait toujours pour ses grilles d'évaluation en classe de menuiserie. Le genre avec de larges marges rouges,
où il avait l'habitude d'esquisser de minuscules diagrammes d'assemblage de bois et d'angles de coupe. Son écriture soignée remplissait les deux côtés de la page. De petites lettres méticuleusement conçues, la graphie indéniable d'un homme qui croyait fermement à mesurer 2 fois et à écrire 1 fois. Sage a lu la lettre silencieusement pour elle-même. Ses lèvres bougeaient silencieusement sur quelques mots, et s'arrêtaient complètement sur d'autres. J'ai regardé ses yeux suivre les lignes de la page, et j'ai su à la seconde exacte où elle a atteint le paragraphe expliquant le compte bancaire. Sa mâchoire s'est instantanément crispée, et son menton s'est relevé. Elle ne ressemblait absolument plus à la fille brisée qui avait poliment souri à une coque en plastique 20 minutes plus tôt. Puis, elle s'est arrêtée sur un passage spécifique, et l'a lu à voix haute à la salle. Elle ne l'a pas lu parce que quelqu'un l'y a incité, mais parce que certaines phrases sont simplement trop lourdes à porter seules, et certaines phrases ont désespérément besoin d'être entendues par la personne exacte qui a brisé la promesse qu'elle représente. Elle a lu « Cet argent est pour ton avenir, sage. Compte 4 471 308. Je l'ai ouvert quand tu avais 10 ans, parce que tu m'as dit que tu voulais apprendre comment les vraies choses fonctionnent. » Elle a continué. Personne ne décide de ta valeur, sauf toi. Pas ta grand-mère, pas ta tante, et certainement pas le reste du monde. Seulement toi. Toute la salle a mangé à absorber ces mots. Chaque personne assise à cette table a écouté les mots manuscrits d'un homme mort, nommant explicitement le compte bancaire exact, nommant explicitement sa petite fille, et la mettant explicitement en garde contre les personnes exactes qui essaieraient de décider de sa valeur pour elle. J'ai regardé droit vers Claudia et j'ai dit, « Papa a laissé 42 000 $ pour Sage. » Je lui ai dit qu'elle les avait pris, avait acheté une Jeep neuve avec, puis avait donné à Sage un bracelet à $1 acheté en solde. Claudia s'est rassise, mais il n'y avait aucune grâce dans son mouvement. Elle s'est essentiellement effondrée dans sa chaise en bois, et ses 2 mains sont tombées parfaitement à plat sur la nappe, exactement comme les mains d'une personne se posent à plat lorsque la table est la seule chose solide qui les soutient encore dans la pièce. Son visage était d'un gris cendré, et sa poitrine rougissait de grandes plaques. Elle a essayé de parler, mais les mots lui ont complètement manqué. Elle a dégluti difficilement et a réessayé. Sa voix était incroyablement petite, plus petite que je ne l'avais jamais entendue de toute ma vie. Elle a chuchoté que nous pouvions arranger ça. Elle a plaidé qu'elle rembourserait l'argent. Elle a promis qu'elle le rembourserait au fil du temps. Elle a désespérément essayé de prétendre que ce n'était qu'un terrible malentendu, et qu'elle pensait sincèrement que c'était un compte familial partagé. Je l'ai immédiatement interrompu et lui ai dit que ce n'était absolument pas partagé. Je lui ai rappelé que le nom de Sage était le seul nom de bénéficiaire imprimé sur les documents légaux. Je lui ai dit qu'elle le savait pertinemment, parce qu'elle avait physiquement signé l'accord de garde. Claudia a regardé désespérément Tabitha. Tabitha a complètement refusé de la regarder dans les yeux. Claudia a regardé Willis. Willis regardait juste l'enveloppe de la concession comme si c'était une assignation fédérale qu'il allait devoir expliquer à son propre avocat de divorce. Claudia m'a supplié, plaidant que nous étions une famille. Elle m'a supplié de discuter de cela en privé à la maison, insistant sur le fait que nous ne devrions pas faire ça ici, devant toute la ville. J'ai rétorqué qu'elle n'avait eu aucun problème à classer ma fille devant toute la ville. Je lui ai rappelé qu'elle l'avait appelé « les restes » juste devant tout le monde. Je lui ai dit qu'elle allait s'asseoir là et écouter la vérité froide et dure devant eux aussi. Elle a pleuré et a dit qu'elle avait juste fait ce qu'elle pensait honnêtement être le mieux pour la famille. Je l'ai corrigée et j'ai dit qu'elle avait fait ce qu'elle pensait que l'enfant de Tabitha méritait, et qu'elle l'avait financé en utilisant l'argent que mon père avait économisé pour la mienne. Je lui ai dit que ce n'était pas une simple décision familiale. Je lui ai dit que c'était un vol qualifié, complètement emballé dans une réservation de dîner. Je l'ai regardée et j'ai dit « Maman ». Ma voix a baissé d'une octave entière. Je lui ai dit que c'était le tout dernier anniversaire, le tout dernier Thanksgiving, et la toute dernière table de dîner qu'elle partagerait avec ma fille. Je lui ai dit qu'elle n'avait absolument aucun droit de classer Sage par rapport à Brun. Ni en public, et certainement pas en privé. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit d'invoquer le nom de mon père tout en dilapidant son argent durement gagné.
Je lui ai dit qu'elle l'avait dépensé pour l'enfant qu'elle préférait personnellement, au lieu de l'enfant qu'il avait spécifiquement choisi. Je l'ai informé que la coopérative de crédit émettait officiellement une lettre de mise en demeure pour la totalité des 38 000 $. Je lui ai promis que si elle ne remboursait pas chaque centime, il transmettrait l'intégralité du dossier directement au bureau du procureur du comté, pour abus criminels d'autorité fiduciaire. J'ai clairement indiqué que ce n'était plus ma décision personnelle. Je lui ai dit que c'était le protocole bancaire institutionnel standard. J'ai failli me retourner et sortir par la porte sans jamais regarder en arrière, mais Sage était toujours là, tenant fermement le papier de cahier à ligne de ses deux mains, et son visage n'était plus brisé. Son expression était complètement ouverte, exactement comme une fenêtre tenace que quelqu'un force enfin à s'ouvrir après que des couches de peinture bon marché l'aient maintenue collée pendant des années. Alors, je suis restée là et j'ai attendu. Elle a soigneusement plié la lettre de son grand-père parfaitement en deux, l'a glissée au fond de la poche de son blazer, a ramassé les lourdes clés de la Mustang GT, et s'est fièrement redressée. Nous sommes sortis du restaurant ensemble. Sterling a tenu la lourde porte en verre ouverte pour nous. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a vraiment besoin de l'entendre. Le comité d'examen de la fraude interne de la First Heartland Credit Union a entièrement terminé son enquête le 14 octobre. Claudia a officiellement reçu une lettre de mise en demeure formelle pour la totalité des 38 000 $, livrée en main propre par courrier recommandé, directement à la porte d'entrée de la maison même où Forrest avait construit le porche en bois. La lettre recommandée déclarait formellement que le retrait en tant que dépositaire avait été illégalement utilisé pour l'achat d'un véhicule par un tiers, sans aucun rapport avec le bien-être du bénéficiaire mineur. Il était clairement indiqué que le non-remboursement des fonds dans les 60 jours entraînerait un renvoi criminel immédiat au procureur du comté pour abus grave d'autorité fiduciaire. L'avocat engagé par Claudia a appelé frénétiquement la coopérative de crédit le 31e jour et a supplié pour une prolongation. La banque a accordé une prolongation stricte de 30 jours, mais a ajouté une pénalité d'intérêt de 6,8% à Egg. L'argent n'avait jamais appartenu à Claudia en premier lieu, et l'institution bancaire avait la ferme intention de récupérer chaque dollar américain. Le financement automobile de la Jeep Wrangler a été officiellement signalé pour examen approfondi le 18 octobre. La coopérative de crédit a envoyé un avis juridique formel directement à Tabitha et Willis, indiquant explicitement que l'origine de leur acompte massif faisait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude criminelle, et que l'ensemble des termes de leur prêt automobile étaient suspendus en attendant une résolution juridique finale. Cette Jeep blanc arctique flambant neuve est restée morte dans l'allée de la banlieue de Tabitha pendant 3 semaines consécutives, sans démarrer une seule fois. Brun a complètement arrêté de poster des TikTok et des stories Instagram à son sujet. Willis a appelé Claudia au téléphone exactement une fois. Elle a refusé de répondre. Alors, il a appelé l'avocat de Tabitha le lendemain matin. Dès la première semaine de novembre, Willis avait officiellement engagé son propre conseiller juridique, non pas pour se battre contre la banque pour la Jeep, mais pour demander le divorce. Le prix ultime du SUV que Claudia avait égoïstement acheté avec de l'argent volé, déchirait maintenant violemment quelque chose de bien plus grand qu'un compte bancaire. Le groupe d'église du dimanche de Claudia a complètement cessé de l'appeler. Ils n'ont pas tous arrêté le même jour, mais ils se sont estompés de la manière exacte dont la société Poly opère, lorsque la vérité scandaleuse est beaucoup trop flagrante pour que quiconque puisse prétendre avec succès ne pas la connaître. Dolores Medina, la femme qui était sortie tout droit du steakhouse, a complètement ignoré les messages vocaux désespérés de Claudia pendant toute la première semaine. La deuxième semaine, Dolores a finalement envoyé un court message texte qui disait simplement « Je crois sincèrement que tu as besoin de chercher une aide professionnelle, Claudia, mais tu ne peux pas la chercher auprès de moi. » La femme du pasteur principal, qui était assise juste à la table lorsque Claudia a lâché la méchante phrase sur les restes, a nonchalamment évoqué le dîner désastreux à 2 autres femmes plus âgées lors de l'étude biblique du mercredi soir. Elle n'a même pas donné son opinion personnelle. Elle n'en avait absolument pas besoin. À la toute fin du mois d'octobre, le nom de Claudia était mystérieusement absent du comité de planification du bazar de Noël annuel de l'église. Ils n'ont jamais organisé de vote formel pour l'expulser. La nouvelle liste du comité a simplement été imprimée sur du papier standard, sans son nom.
Cette liste a été épinglée sur le tableau en liège dans la salle de convivialité de l'église un vendredi après-midi. Le dimanche matin au service, toute la congrégation l'avait vue. Pas une seule personne ne s'est donné la peine de demander pourquoi. Tabitha m'a complètement bloqué et retiré de ses amis sur toutes les plateformes de médias sociaux dans les 48 heures suivant le dîner explosif. Elle n'a plus jamais repris contact après avoir envoyé un seul message texte initial qui disait simplement « Tu aurais vraiment pu régler ça avec moi en privé ». Je l'ai lu exactement une fois. Je ne me suis jamais donné la peine de taper une réponse. Elle était assise juste là, à cette table, pendant que sa propre mère donnait à Sage un morceau de plastique et déclarait à voix haute que mon enfant ne valait qu'$1. Tabitha était au courant de la Jeep neuve depuis 3 semaines complètes, et elle n'avait jamais remis en question d'où une veuve retraitée avait soudainement obtenu une telle somme d'argent. Elle aurait pu facilement poser la question à sa mère en privé, elle aussi. Elle a choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, elle s'est assise chez Marquetiès et a applaudi. Un mardi soir glacial, vers la fin du mois d'octobre, Claudia était assise toute seule à sa table de cuisine, avec la lettre de mise en demeure de la banque largement ouverte devant elle. Je le sais de source sûre, car Sterling passait en camion devant sa maison en se rendant chez un fournisseur de pièces automobiles, et il a clairement vu la lumière de la salle à manger briller à travers les rideaux de la fenêtre avant. Il a instinctivement levé le pied de l'accélérateur. Les stores de la cuisine étaient complètement ouverts. Claudia était assise seule. Une calculatrice de bureau bon marché était posée à côté de la lettre de menace de la banque, sur le côté gauche de la table. Une tasse de thé était devenue complètement glacée près de sa main droite. La chaise en bois assise directement en face d'elle était complètement vide. C'était la même chaise où Forrest s'asseyait pour corriger ses projets de classe de menuiserie après le dîner, et où il esquissait sa prochaine étagère en chêne sur du papier quadrillé. Cette chaise spécifique était complètement vide depuis 6 ans. Mais cette nuit-là, elle semblait significativement plus vide que d'habitude. Parce que le seul homme qui aurait possédé le courage moral de dire à Claudia qu'elle avait complètement tort était le même homme dont elle avait complètement détruit l'héritage. Claudia portait les lunettes de lecture à monture fine que Forrest lui avait achetées le tout dernier Noël avant son diagnostic de cancer. C'étaient des montures dorées bon marché d'une pharmacie locale de la rue principale qui a définitivement fermé ses portes 2 ans plus tard. Elle regardait fixement les chiffres stupéfiants imprimés sur la lettre de mise en demeure, des chiffres qui n'avaient absolument aucune possibilité mathématique de s'additionner à quelque chose qu'elle pourrait jamais réparer avec un revenu de retraite fixe. Elle n'a même pas essayé de décrocher le téléphone. Il n'y avait littéralement plus personne en ville à appeler qui était même disposé à écouter une version tordue de l'histoire où elle était la victime rationnelle. Le 20 octobre, Sage a officiellement signé le transfert de titre final du DMV pour la Ford Mustang GT, directement à l'intérieur de Lehman Motors. Royce Ashworth a personnellement traité les derniers documents de l'État, a tendu la main à travers son grand bureau pour serrer la main de Sage, et lui a dit « Votre mère a payé ce véhicule entier en espèces. » Ce n'est absolument pas quelque chose que je vois arriver chaque semaine dans ce métier. Sage l'a poliment remerciée. Elle n'a pas dit grand-chose d'autre, parce qu'elle est la petite-fille de son grand-père, et Forrest Pennington n'a jamais utilisé 3 mots quand un seul était parfaitement suffisant. Nous sommes retournés sur le parking de la concession vers l'heure de la fermeture. Les énormes lumières extérieures du parking commençaient tout juste à grésiller au-dessus de nous. C'étaient ces lampadaires à sodium haute pression qui donnaient à tout le parking en béton une couleur ambrée éclatante dans l'obscurité fraîche d'octobre. La Mustang était garée bien en vue au premier rang, brillant de son gris magnétique métallisé. L'air du soir avait cette morsure vive du Midwest, d'une saison qui avait complètement renoncé à prétendre qu'elle était encore l'été. Sage s'est glissé dans le siège du conducteur avec la lourde porte encore ouverte, a sorti le papier de cahier à ligne de la poche de sa veste, et l'a soigneusement placé sur le tableau de bord, face au pare-brise. L'écriture soignée de Forrest a capté le reflet ambré des lumières du parking qui brillait à travers le verre de sécurité. Elle a lentement tracé une ligne avec son doigt, la ligne spécifique avec le numéro de compte de la coopérative de crédit, la ligne qui affirmait fermement que personne ne décide de votre valeur, sauf vous. Je me suis appuyé nonchalamment contre la portière du passager, les bras étroitement croisés contre le froid. Le lourd moteur était toujours éteint.
Les lourdes clés reposaient en sécurité dans la main droite de Sage. À des kilomètres de là, assis à l'intérieur du steakhouse italien de Marchetti, exactement 12 jours et toute une vie dans le passé, le bracelet à $1 pourrissait encore dans une poubelle en plastique, près des portes de service de la cuisine. Il était toujours piégé dans son boîtier en plastique bon marché de Walgreen, arborant toujours cet autocollant de solde jaune de mauvais goût. Il n'avait même pas assez de valeur pour être jeté à la poubelle avec une réelle conviction. Sage a enfoncé la lourde clé en métal dans le cylindre de contact et l'a tournée fermement. Le moteur puissant a rugi, tournant au ralenti avec un grondement bas, agressif, et incroyablement solide. C'était le son incomparable de quelque chose de solidement construit en Amérique, conçu pour survivre à ce genre de personnes qui essaient de vous dire combien vous valez. Aucune de nous n'a dit un mot de plus. Les lumières ambrées de la concession continuaient de grésiller au-dessus de nous. L'écriture de Forrest tenait bon, fermement contre le verre froid. Le bracelet en plastique bon marché est resté exactement là où il devait être, à la poubelle.